César, qui va nous parler un peu du martelage de percussions anciennes en bronze. Et je vais vous partager du coup sa présentation. Ah oui, attends. Ouais. Donc. Tu partages votre. Alors. Ah. Pardon. Facile. Oui, c'est la première fois. Partager, fenêtre. Et je César. César. Et je mets en entier. Et je réduis le petit truc. C'est lent, parce que ta présentation fait 200 millions. C'est là, c'est parce qu'elle est lourde, sinon. Non. Tu n'as pas cliqué dessus. Ah ouais. En fait, clique dessus. Voilà. À toi. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle César de Lomone. Je vais vous présenter aujourd'hui mon travail de thèse, donc, qui est dans le cadre d'un projet financé par la Fondation des sciences du patrimoine, qui se passe donc à la fois ici au CDRMF, mais aussi dans plusieurs autres laboratoires, puisque donc, le sujet de la thèse, c'est travailler sur le rôle du martelage donc, dans la fabrication, dans les procédés de fabrication en fait, des percussions anciennes en bronze, comme les gongs et les cymbales, mais aussi de s'intéresser en fait, à l'influence de ce procédé de fabrication sur les propriétés acoustiques. Donc, pour pouvoir étudier ces deux aspects-là, on travaille notamment donc, sur des objets, avec donc, ici au CDRMF, sur des objets qui viennent du musée de la musique, en partenariat avec aussi donc, un autre laboratoire qui s'appelle IRCAM, qui est un laboratoire d'acoustique musicale, et donc, le laboratoire de l'ICMO, où on travaille aussi sur la métallurgie au sens un peu plus littéral. Donc pour vous montrer, vous donner un petit peu de contexte sur pourquoi est-ce qu'on s'intéresse spécifiquement au martelage dans le cadre des instruments de musique et dans le cadre de la fabrication des instruments de musique, petit exemple sur du coup une séance en fait d'accordage d'un gong, donc qui a été filmé. Alors je suis désolé pour la qualité puisque la vidéo a 20 ans. Mais qui a été filmé donc, en Indonésie sur un artisan qui va travailler à froid au marteau, un instrument, et changer en fait en direct le son de l'instrument. Donc je vais vous mettre un petit sonogramme et on va regarder ensemble ce que ça donne. La vidéo elle n'est pas coupée, là vous voyez le travail qui découpe en fait travail, et à chaque fois on va à certaines zones précises de l'instrument, de pouvoir altérer plus d'aspects du son. Donc, il va altérer la tonalité, donc la note en fait, il va pouvoir altérer la longueur de la note, l'amortissement de l'objet, et voilà, il va introduire des pulsations à l'intérieur de la note. Vous voyez sur le son. En travaillant pour en extérieur, pour rajouter des pulsations, puis il travaille les pulsations en bande. Hop, comme vous voyez là. Entendre, retourner dans l'objet, en travaillant sur la même zone, mais en face interne, il va pouvoir réduire cette fois le nombre de pulsations. Et comme ça, de sélectionner en fait combien il y a de pulsations, quelle longueur est la note. Et ces pulsations, donc ça s'appelle les zoom back, musique indonésienne, une besoin très importante de cette musique-là. Et là, vous voyez, tenir 3 bien. On va voir un peu plus joli là. Voilà. Quand on n'a pas l'oreille entraînée, on ne s'entend pas forcément très bien. Et donc, en fait, dans l'espace de 1 minute de travail, juste au marteau à froid, on obtient un son complètement différent. Avec une réponse. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de comprendre comment, en fait, en simplement donnant des coups de marteau sur un gong, qu'est-ce qui, dans ce coup de marteau-là, va pouvoir influencer donner ces propriétés-là au son, et comment, en fait, on va sculpter le son comme ça. Donc pour pouvoir s'intéresser à ça, il faut déjà comprendre quel type d'instrument on étudie. Donc en fait, les gongs et les cymbales font partie de la famille des idiophones. Les idiophones, c'est des instruments de musique particuliers dans la famille des percussions, puisque ils sont caractérisés par le fait que c'est le matériau en lui-même de l'instrument qui va vibrer et qui va donner le son. Ce qui n'est pas le cas pour beaucoup d'instruments. Par exemple, une flûte, le matériau de la flûte ne change pas le son. Vous pouvez avoir une flûte dans n'importe quel matériau, tant qu'elle a la même forme, elle produira la même note. Pour un gong, c'est pas le cas. Et nous, ça nous intéresse parce qu'en fait, on va pouvoir observer 2 types d'effets quand on va marteler un gong, ou enfin un instrument en bronze. Donc on va avoir
avec le martelage, on va introduire une déformation, qui va être une déformation plastique. Et cette déformation, donc, elle va pouvoir jouer sur à la fois la variable géométrique de l'instrument, puisque donc, quand on part d'un instrument qui est circulaire parfaitement, et ben, en le martelant, on va introduire de l'asymétrie. Et donc, on va décaler les modes. Et c'est ce décalage de mode qui va pouvoir donner ces pulsations qu'on a entendues tout à l'heure. En fait, ce qu'on entend, c'est la différence de fréquence entre les deux modes qu'on a juste introduit en déformant. Mais cette déformation, elle va avoir un effet sur le matériau en lui-même, puisque vu qu'on travaille avec des matériaux métalliques, quand on déforme plastiquement, on a ce qu'on appelle un écrouissage. Donc l'écrouissage, c'est un accroissement en fait, de la dureté par déformation plastique en introduisant des défauts dans la structure, qu'on appelle des dislocations. Et ces défauts-là, donc en changeant la dureté, ils vont les propriétés mécaniques de l'instrument et donc les propriétés acoustiques. Donc l'idée de notre travail, c'est essayer de comprendre comment en fait, ce martelage, à travers l'écrouissage, va pouvoir influencer ces propriétés qu'on a pu entendre tout à l'heure. Donc pour essayer de comprendre, on s'est intéressé notamment aux procédés de fabrication de ces instruments par une étude bibliographique, puisque donc, on a pu retrouver en fait, des sources, notamment d'Européens qui ont voulu recréer ces instruments à la fin du XVIIIe ou à la fin du XIXe, pardon, qui sont partis donc, en Asie chercher en fait, des ateliers de production de ces instruments et qui ont pu retranscrire toutes les techniques de fabrication. Et ça, on va pouvoir le comparer avec les techniques actuelles, notamment de Sabian et de Zildjian, qui sont deux producteurs industriels de cymbales. Et en fait, on s'aperçoit qu'en comparant les procédés de fabrication et la chaîne opératoire, en fait, on a toujours la même, qui est celle-ci. Donc on démarre par fondre en fait, une ébauche, donc une sorte de gros disque qui est très brut, et on va contrôler l'alliage. Ça, c'est une étape extrêmement importante qui revient énormément, parce que la composition de l'alliage est très importante dans les propriétés sonores qui vont résulter donc, de cette chaîne opératoire. Une fois qu'on a bien contrôlé et qu'on est sûr qu'on a le bon alliage, on va mettre en forme à chaud l'instrument, donc on va lui donner sa forme, en fait en le sortant du four, on va frapper dessus, et dès qu'il redescend suffisamment de température, on repasse au four, et on recommence. On part à peu près entre 150 et 200 passes, entre 600 et 800 degrés, donc c'est vraiment un travail énorme. Et une fois que cet instrument il a obtenu sa forme finale, on va le tremper. Alors la trempe, c'est donc un refroidissement brutal, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est entre 600 et 800, on va le plonger dans l'eau et le refroidir le plus rapidement possible pour essayer de figer ses propriétés à haute température, à température ambiante. Et cette trempe-là, c'est une transformation qui est extrêmement hors équilibre et qui va complètement transformer donc, les propriétés de notre matériau et qui va permettre en fait le martelage à froid. Donc cette déformation plastique, l'écrouissage, et donc tout ce qu'on a vu pendant la séance d'accordage juste avant. Pour pouvoir du coup mieux comprendre aussi ces procédés de fabrication, on a assemblé un corpus d'instruments qui viennent des collections du musée de la musique, qui viennent un peu partout en Asie, qui s'étalent sur à peu près 2 siècles, donc du 18e jusqu'au 20e. Et on est reparti de ces objets-là et on les a analysés, notamment ici au C2RMF, au PIX, puisqu'on a pu donc récupérer très précisément leur composition chimique. Donc on travaille sur des instruments qui sont en bronze, donc le bronze c'est un alliage de cuivre et d'étain, et donc nous on s'est particulièrement intéressé à la composition d'étain, et on voit qu'en fait la majeure partie donc, de nos à peu près 30 instruments sont concentrés autour de entre 20 et 22% d'étain, ce qui est assez précis, particulier pour les alliages de bronze, puisque donc c'est ce qu'on appelle dans la famille des bronzes à cloches. Alors ça peut paraître un peu contradictoire, mais il y a une grande différence entre les cloches et les gongs, c'est que les cloches ne sont jamais trempées. Et donc ces alliages particuliers, en fait, on va pouvoir étudier leur structure et notamment comment les traitements thermomécaniques vont influencer leurs propriétés. Donc on s'est principalement intéressé à cette étape de la trempe, puisqu'elle est très importante et elle est très, elle va orienter énormément et transformer drastiquement les propriétés. Donc si on n'opère pas de trempe, c'est-à-dire on laisse refroidir à température ambiante un échantillon de bronze qu'on a produit ici, à peu près à 20% d'étain, on va obtenir ce type de structure. Donc on a ici 2 phases. On a une phase en jaune qui est la solution solide, donc qui est une phase relativement ductile, qui est assez malléable, et une phase eutectolide, alpha plus delta, qui est une phase qui, elle, pour le coup, n'a aucun domaine plastique, ne se déforme pas plastiquement et casse comme du verre. Donc si vous regardez sur le côté, vous avez ce qu'on appelle une fractographie. En fait, on a cassé un échantillon de bronze et on l'a regardé au MEB. Alors ça vient donc d'une publication de J.S. Park. En fait, on peut voir sur la fractographie qu'on a un plan de rupture fragile et quelques colonnes qui sortent, qui ont été cette fois plastifiées. Donc en fait, c'est notre solution solide qui forme ces dendrites qui se sont plastifiées, mais on voit bien que ça a cassé net. Donc en fait, quand on n'a pas opéré de trempe, ce type d'alliage, on ne peut pas le marteler à froid puisqu'il ne se déforme pas plastiquement.
Par contre, si on refroidit brutalement, on obtient ce type de structure. Là, on est sur la même composition. Donc on voit qu'on n'a pas du tout la même tête. On a toujours notre phase, donc, qui est la solution solide, qui garde ses propriétés donc, ductiles. Mais on a cette nouvelle phase qui apparaît, qui forme des aiguilles, qu'on appelle une phase martensitique, par analogie avec la martensite des acides. Et cette phase, elle, pour le coup, contrairement aux tectoïdes, elle n'a pas ses propriétés, elle a un domaine plastique, elle n'a pas les mêmes propriétés, donc elle peut permettre le martelage à froid. Donc en fait, on voit que, encore une fois, si on regarde sur la fractographie, on a toujours donc, nos dendrites de solutions solides qui apparaissent, mais cette fois, on voit que tout s'est plastifié, on n'a plus du tout ce plan net de cassure. Et donc on voit que en fait, toute la chaîne opératoire de production de ces instruments a été orientée pour cette étape de martelage à froid. Justement, pour pouvoir aussi mieux comprendre cette étape, on s'est intéressé sur les objets, à la disposition et aux formes de traces qu'on pouvait trouver donc, dans le martelage. Alors là, ce que vous voyez, c'est 2 radiographies X qui ont été réalisées ici, de 2 instruments, un gong et une cymbale, et on voit 2 typologies de martelage différentes. Donc nous, notre travail, ça a été de venir détourer en fait, ces traces-là. Vous pouvez voir par exemple qu'ici, on a pu repérer un certain nombre de traces de marteau. Alors on les voit parce que ce qui est, plus c'est blanc, plus c'est épais, plus c'est noir, plus c'est fin, hein, c'est comme une radio à l'hôpital. Et en fait, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais là, ces traces-là, elles forment une spirale. Donc ça, c'est une hypothèse de geste de fracture, mais elles peuvent s'organiser comme ça, et ça pourrait correspondre à un geste en fait à partir de l'ébauche. On part donc d'un disque relativement épais, et on part du centre et on l'aplatit pour justement obtenir une forme beaucoup plus grande et beaucoup plus fine. Donc ça serait plutôt dans la catégorie de la déformation et de la mise en forme à chaud, et qui ne serait pas lié à l'accordage et au sculptage entre guillemets du son. Par contre, si vous regardez la cymbale sur la droite, cette fois-ci, vous voyez que le martelage s'organise en arc très précis, qui se détache en fait du fond du martelage de l'objet, et qui pourrait correspondre beaucoup plus en fait à un travail du coup a posteriori, après la mise en forme et après la trempe, et un travail plus ciblé qui pourrait correspondre à un accordage. Alors, c'est des hypothèses, puisqu'on n'aura jamais vraiment la réponse, mais en tout cas, c'est notre hypothèse de geste de facture. Le problème avec la radio, c'est qu'on ne peut pas différencier les faces des objets, puisqu'on traverse toute la matière, et comme on a vu dans la vidéo, en fait, les faces, elles ont une importance. Donc pour pouvoir regarder ça, on a utilisé une autre technique qui s'appelle la RTI, donc la Reflectance Transformation Imaging, c'est-à-dire une combinaison de plein de prises de vue avec un appareil fixe, et en fait, on fait simplement bouger la lumière pour obtenir en fait une source de lumière virtuelle qu'on va pouvoir déplacer et obtenir une lumière très rasante. Et comme ça, on va pouvoir obtenir des informations très précises sur la forme des traces, leur disposition sur l'objet, etc. Là, vous avez un schéma donc, de comment on se place à peu près pour les lumières et vous avez l'objet qui est sous l'appareil photo, et on combine toutes ces photos-là pour obtenir des modèles. Ce type de données, on va pouvoir l'exploiter avec des procédés de traitement d'image. Donc par exemple, là, vous avez un exemple de ce qu'on a pu réaliser. Donc en fait, on a une chaîne de traitement d'image en cascade pour essayer d'isoler les formes de contours de traces en fait, de marteau sur les objets. Donc, toute cette cascade de traitement d'information, d'image, le problème, c'est qu'elle est extrêmement dure à paramétrer, puisque chaque paramétrage de chaque étape va influencer les autres, etc. Donc, en fait, on a mis en place un algorithme génétique qui va nous permettre de paramétrer donc toutes ces informations, tous ces traitements d'image pour obtenir ce genre de photos. Donc là, en fait, ce que vous voyez, c'est une combinaison donc, de plusieurs orientations lumineuses tout autour d'une cymbale qui vont nous permettre de reconstituer du mieux possible la forme des traces et leur disposition sur l'objet, si elles sont plus à un endroit qu'à un autre, ou si, par exemple, on peut différencier des outils en fonction des formes des traces. Et donc, pour pouvoir obtenir ces images-là, notre algorithme, en fait, il fait des choses relativement simples. En fait, il va générer aléatoirement des sets de paramètres pour les rentrer dans les fonctions, et ensuite, il va attribuer à chaque solution, c'est-à-dire ensemble de paramètres, un score en fonction de ce que l'image va donner. On va classer ces solutions selon leur score, et ensuite, on va les faire muter, ce qu'on appelle pour l'algorithme génétique, c'est-à-dire on va les modifier légèrement pour essayer d'améliorer un maximum le score. Donc c'est itératif. Et pour calculer ce score d'image, en fait, on va détecter dans chaque image les contours de tous les contours qu'ils peuvent trouver, c'est-à-dire toutes les continuités de points blancs, et essayer de trouver ceux qui sont des traces de martelage et ceux qui ne le sont pas. Donc pour pouvoir faire ça, on va les comparer à des ellipses qu'on va fitter autour de ces contours, et on va essayer de regarder à quel point elles sont ellipsoïdes. On va calculer aussi à quel point elles sont... Enfin, on va calculer leur aire, on va calculer
le pourcentage, à quel point est-ce qu'il y a du bruit dans l'image ou pas. Plus l'intérieur du contour est noir, plus l'image est propre. Et en fait, tout ça, on va le rentrer dans une formule un peu arbitraire. Donc on va essayer de paramétrer nous à la main pour obtenir la meilleure image possible. Et donc tout ça, ça donne ce que vous avez vu, donc, ici. Toutes ces analyses-là, elles vont aussi être complétées par différentes perspectives, comme notamment la diffraction de rayons X, qui va nous permettre d'analyser en fait les structures cristallines qu'on va retrouver dans nos objets, donc les objets du corpus du musée de la musique, et qui va nous permettre de caractériser de manière très précise et non destructive les phases, par exemple, très hors équilibre qui sont résultantes de la trempe. Donc ça, on va pouvoir le mettre en place le mois prochain, donc au Synchrotrons Soleil. Mais aussi, on va s'intéresser sur un aspect beaucoup plus acoustique à différents taux d'écrouissage en réalisant des échantillons nous-mêmes. Donc en fait, l'idée de cette prochaine manip, c'est donc de produire en fait des plaques de bronze par laminage à chaud et laminage à froid. Donc là, ce que vous voyez, c'est un laminoir où en fait on passe une plaque entre deux rouleaux chauffants pour pouvoir réduire l'épaisseur. Et en fait, en introduisant cette déformation plastique-là, on va pouvoir partir de plusieurs épaisseurs différentes qui, grâce au laminage à chaud, seront recristallisées et donc n'auront pas d'effet d'écrouissage. Et une fois ces trois épaisseurs obtenues, refaire un laminage à froid pour s'affranchir en fait de la composante géométrique dont on parlait au début, c'est-à-dire on va avoir trois échantillons avec une seule et même géométrie, mais trois états métallurgiques différents. Et ces échantillons-là, on va pouvoir ensuite réaliser des analyses acoustiques, qu'on appelle des analyses modales, pour essayer de déterminer l'effet en fait de cet écrouissage sur les propriétés acoustiques comme l'amortissement, la tonalité ou encore alors là il n'y aura pas de pulsation on espère, mais en tout cas c'est ces propriétés acoustiques là. Donc pour conclure, en fait en partant de l'étude des procédés de fabrication de ces instruments, on va pouvoir obtenir des informations sur les propriétés résultantes de ces historiques thermomécaniques. On va essayer de comprendre aussi donc, les propriétés du matériau constitutif, en fait, puisqu'il est assez complexe. Et en partant de l'étude de ces objets finis, on va pouvoir, grâce aux analyses d'images et aux différents traitements qu'on a pu voir, en fait, remonter à des hypothèses de gestes de facture qui vont nous permettre de faire le lien entre ce geste de facture-là et les propriétés mécaniques et acoustiques résultantes. Voilà, merci de m'avoir écouté. On a le temps pour quelques questions. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Ah bah oui. Vous avez dit que c'était de la trompe à eau. Ouais. Moi, j'ai plutôt entendu parler de cette trompe sur les matériaux que l'on fabriquait de trompe à huile. Est-ce que vous avez la preuve que c'est de la trompe à eau et pas de la trompe à huile? Et est-ce qu'il y a un impact de trempe sur les gouttes? Alors en fait, le médium de trempe, donc que ce soit l'eau ou l'huile, ça change la vitesse de refroidissement. Donc la trempe à d'huile, elle est très utilisée notamment dans le cas des aciers. Mais ce qui est particulier en fait avec la trempe des bronzes, c'est que déjà c'est très inhabituel pour les bronzes. Et c'est surtout que c'est une trempe qui, au lieu de rendre dure comme dans le cas des aciers, cette fois-ci elle rend mou, elle rend ductile. Donc les propriétés sont complètement différentes. Et effectivement, on a des tests sur des gongs, des différents échantillons qui ont été trempés avec différents médiums. Et en fait, alors effectivement, il n'y a pas énormément de papier sur le sujet, mais globalement, dans le cas des bronzes, plus le refroidissement est rapide, plus la trempe est efficace, puisqu'on a moins d'apparition de contraintes, puisqu'on a moins de changements potentiellement de volume, etc. Mais oui, en tout cas, c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Agnès. Merci beaucoup, c'est ça. Si j'ai bien compris, en fait, sur une partie de ta recherche, vous cherchez à mieux observer donc, le geste de facture. Mais le film que tu nous as présenté là, pour introduire la présentation, tu sais qu'il avait 20 ans, ouais. Il n'est pas possible d'échanger, d'avoir des témoignages oraux, maintenant c'est pas si vieux. Ouais. Alors, forcément encore une transmission. Ouais, ça c'est très rare en fait, et on a essayé de contacter, enfin en tout cas dans plusieurs papiers, ils ont essayé de contacter des industriels, puisque en fait ces techniques-là, elles sont toujours en place dans des productions industrielles de cymbales. En fait, c'est protégé par les secrets d'industrie. Mais les artisans, en général, quand on les contacte, en fait, on peut avoir des infos sur les gestes de facture, mais c'est très empirique. Parce que là, l'homme que tu nous as montré, oui. réalisé
voilà, le travail. Ouais. C'était dans un cadre industriel. Non. Ça, c'était dans une étude d'un ethnomusicologue. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça ressemble plutôt à ça. Oui. Donc, il n'est pas possible d'aller écouter, parce que quand bien même, il y a peut-être la corrélation entre, à mon avis, ils en savent beaucoup plus que... Ah bah oui, c'est l'effet au hasard, en vérité. C'est sûr, moi j'aimerais beaucoup de pouvoir discuter Toi avec... ou d'autres. Ou d'autres, oui, bien sûr. Mais c'est des études qui n'ont en fait jamais trop été réalisées, en tout cas, parce que... On a presque retourné aux sources, quoi. Enfin, que vous gagneriez du temps Alors, essayer de dans les gestes. Dans les sources historiques, il y a énormément de témoignages justement de gens qui sont allés et qui ont essayé de reproduire ces gestes-là et qui parlent en fait de la complexité et de cette façon-là. Mais le problème, c'est qu'en fait, on se confronte aussi à nous, ce qu'on essaie de voir, c'est de comprendre les mécanismes qui opèrent en fait dans le matériau après le geste de facture. Donc en fait, on n'en est même pas encore au niveau où on regarde vraiment d'un point de vue matériaux comment le geste influence vraiment Là, pour l'instant, on est à l'étape on essaie de regarder comment l'état métallurgique déjà joue sur le sujet, et ensuite on essaie de le relier au geste de facture. Mais donc c'est sûr que dans une étude future, ça serait super intéressant. Transmission orale. Ah oui. Ou des transmissions en tout cas d'artisans à artisans. Mais encore aujourd'hui, on peut trouver. Moi, j'ai trouvé des gens sur Internet à qui on peut envoyer les cymbales, les accorder et qui les réaccordent. Donc c'est sûr que ça existe. Mais en tout cas, ça viendra peut-être plus tard. Mais j'aimerais beaucoup. Merci. Et si je peux ajouter juste un mot, et du point de vue, c'est pas parce qu'il y a des gens qui le pratiquent qu'on a compris les phénomènes métallurgiques qu'il y a derrière. Parce que ça fait l'objet d'autres études sur d'autres types d'instruments de musique, dans d'autres matériaux où on est sur les steelpans, en fait, il y a des études métallurgiques très approfondies, de métallurgie fondamentale. Comment on peut avoir des gestes de facture, Le lien entre le geste de facture et le son, en fait, on rentre dans le domaine de la psychoacoustique, qui est un domaine qui est très poussé et qui est pas le mien. Mais oui, c'est sûr que c'est en fait. Je pense qu'il y a même empirique, c'est très contrôlé quand même. Alors ce que j'entends par empirique, c'est qu'effectivement, les artisans, ils savent relier quel geste ils doivent faire pour influencer, pour donner, pour sélectionner l'influence qu'ils veulent avoir sur le son. Mais en général, c'est difficile aussi pour eux d'expliquer, parce qu'en fait, c'est un geste qu'ils savent de manière, justement, comme disait Benoît, pas de manière théorique, quoi. Oui, là, c'est vrai que là... Ce que je trouve absolument extraordinaire, c'est qu'avec des gestes très macroscopiques, tu es en train d'influencer toute la chaîne jusqu'à quasiment les nanoscopiques. Et tout ça, c'est une interdépendance à multi-échelle. Il y a une vraie thématique sur l'homogénéisation de l'échelle micro à l'échelle macro qui est complexe parce qu'un des buts de la thèse, c'est d'essayer de produire un modèle en fait, de ces structures-là et de pouvoir introduire un écrouissage dans le modèle numérique. Donc c'est vrai qu'en termes d'homogénéisation, c'est un vrai challenge de la thèse. Question de manip, du coup, vous allez emmener les 26 gongs au synchrotron ou... On va pas emmener les 26, on en a emmené 11. On va en emmener 11 quand même. Beaucoup, Une manip d'une semaine. Ok, ça va être... Je ne sais pas si on va tous les passer, mais on va essayer d'en passer un maximum. Ouais. D'accord, c'est super en tout cas. Et deuxième petite question, l'algorithme dont tu parlais, il est fait sur le logiciel ou tu l'as programmé en Python? C'est moi qui l'ai fait en Python. En Python, ouais. D'accord. Okay. Je me demandais, c'était pas directement sur le logiciel d'acquisition d'images? Non, ok. Ok. Je suis reparti de zéro. Ok. C'est pas très bon. Ouais. Ok. Et ben, merci beaucoup, César. Merci.